Salut les âmes damnées, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Après 9 longs mois d'attente mais qui les valaient bien, nous avons enfin pu découvrir la suite d'Helluva Boss. Et quand je parle de suite, je parle de l'épisode 1 de la saison 2 et non de l'épisode 8 de la saison 1 qui n'est actuellement toujours pas sorti. Oui, je peux comprendre que ça soit compliqué à suivre, alors je vais vous faire un petit rappel. L'épisode 8 de la saison 1 est toujours actuellement en production. Spindle Horse lutte notamment contre des soucis de droits d'auteur dus apparemment à des réinterprétations de chansons qui seraient faites dans cet épisode. Cependant, l'épisode 8 n'est pas nécessaire pour comprendre l'épisode 1 de la saison 2. Et je pense que ceux qui ont vu l'épisode ont évidemment pu le constater. Ne vous inquiétez donc pas si vous n'avez pas vu l'épisode 8, vous êtes tout de même au bon endroit. Accrochez vos ceintures car aujourd'hui nous descendons en enfer, direction le cirque. C'est le matin en enfer et le jour se lève sur l'anniversaire du prince Stolas. En effet, en ce jour, il doit recevoir ses obligations et ses objectifs en tant que prince des enfers. Paimon son père l'accueille donc et lui offre son précieux grimoire. Cependant, en contrepartie, il lui annonce ses fiançailles avec Stella, ce qui ne le ravit pas spécialement. Paimon, ne sachant pas comment gérer la réaction de son fils, propose de l'emmener au cirque. Si le roi prend plaisir à regarder le spectacle, Stolas, lui, n'est vraiment pas dans le mood. C'est alors qu'entrent en scène les clowns et parmi eux se trouve Blitzo, un jeune garçon qui semble ravir le cœur du jeune prince à la seconde même où il l'a vu. Après un sketch qui le fit rire, Paimon décide d'aller trouver Cash Bugzo, le père du jeune imp, afin de l'acheter pour une journée et qu'il puisse ainsi tenir compagnie à Stolas le temps de son anniversaire. Le deal est bouclé autour d'une capote et d'un billet de 5. Alors que Blitzo et son ami Fitzaroli sont occupés à jouer, Cash vient chercher son fils lui disant qu'il devra passer la journée avec un prince Goetia mais en profiter pour voler le maximum de choses. Malgré sa réticence, Blitzo accepte. Une fois au palais, les deux jeunes enfants peinent en premier lieu à faire connaissance mais décident ensuite sous l'insistance de Blitzo de jouer à un jeu visant à ramasser tous les objets précieux du château. Les deux garçons s'amusent, puis Limp balance tous les objets à son père à travers la fenêtre. La journée se termine sur une conversation joyeuse où les deux enfants parlent de leur avenir. 25 ans plus tard, Stolas se lève épuisé de son lit conjugal. Il est maintenant marié et a une fille de 17 ans, mais n'est pas heureux. Sa femme le hait et organise une fête pour célébrer leur non-divorce. Stella passe la soirée à humilier publiquement son mari, alors que Stolas tente d'oublier et de se faire oublier tant que faire se peut. C'est alors qu'on lui emmène Blitzo, apparemment venu s'introduire dans sa chambre. Stolas décide alors de prendre la situation en main. Pensant que Blitz est venu l'enlever afin de le sortir de cette situation, alors que Limp est juste venu voler son grimoire, cela donne simplement une solution à Limp afin de détourner l'attention du prince. En effet, les deux se mettent à flirter, même si Stolas est le moins à l'aise des deux, Blitz fait diversion avec ses charmes et le prince se laisse tenter. Alors que Blitz obtient finalement le grimoire, il décide tout de même de coucher avec Stolas, se laissant tenter et se disant qu'il a largement assez le temps. Le lendemain, Limp s'enfuit avec le grimoire, bouclant la boucle du pilote. Une nouvelle ellipse nous ramène quelques heures après la fin de l'épisode 7, où nous trouvons Stolas ivre et triste. Il chante alors une magnifique complainte à propos de sa situation et de sa relation avec Blitz, avant de se disputer avec Stella, et de finalement lui dire qu'ils vont bel et bien divorcer. C'est une reprise brillante de la part du crew Spindle Horse. En effet, on ne ressent pas du tout le manque de l'épisode 8 car la jonction entre les deux saisons est vraiment faite de manière intelligente. Découpée en 3 parties et centrée sur le personnage de Stolas, The Circus est à présent officiellement l'épisode le plus long d'Helluva Boss. Nous ramenons aux origines du personnage de la série mais également du Stolitz. C'est un voyage presque nostalgique sans pour autant savoir ce qui nous attend que nous offre l'épisode. Comme je le disais, l'épisode est divisé en 3 parties. L'enfance de Stolas, l'origine du pacte entre nos deux protagonistes, et enfin un retour à la réalité et au présent aussi brutal que leur partie de jambes en l'air. Commençons donc par l'enfance de Stolas. Déjà, j'adore la voix de sa version enfant qui est interprétée brillamment par Lander Lewis. On est alors bien loin de notre Stolas dépressif actuel. En effet, il célèbre son anniversaire et est sur le point de savoir quelles vont être ses responsabilités en tant que futur représentant des Goetia. On le voit traverser un petit couloir dans lequel on peut voir différentes photos de lui quand il était un œuf, quand il venait d'éclore, puis jeune oisillon. C'est vraiment trop chou je trouve. Stolas rencontre alors son père, Paimon, qui, on va pas se mentir, en impose déjà dès sa première apparition. Il manifeste un bon 5-6 transformations avant de reprendre sa forme goétique. Dois-je vraiment préciser que j'adore son design? Et avec ce personnage, nous allons aborder de suite un thème, celui de la paternité. En effet, chez Vivzipop, la notion de paternité est tout sauf positif, quelles que soient les formes qu'elle prend. Nous avons donc
tout d'abord Paimon, qui nous a tout l'air d'être un grand ponte de la Goétie. Il semble avoir pas mal d'autres fils que Stolas, même si on ne voit que lui dans le palais. Tellement qu'il ne se rappelle même pas du prénom de son fils. D'ailleurs, la manière dont il dit "There's so fucking many" prouve que Paimon doit effectuer cette petite cérémonie de manière régulière. Je me demande donc si Paimon n'est pas un genre de Goétia dont le rôle est justement d'assigner leur rôle aux jeunes Goétia en devenir. Et là, pas de chance, ce jour-là, ça tombait sur son propre fils. Ou alors, il a vraiment une blindée d'autres fils, mais tous illégitimes, ce qui expliquerait qu'il n'y ait que des photos de Stolas dans tout le palais. Ou, tout simplement, Stolas est le dernier fils en date qu'il a eu avec sa dernière femme en date. C'est marrant, mais ça me rappelle un certain Canon. Dommage, Paimon, tu auras perdu une occasion de nous faire une bonne première impression. Une fois le grimoire de Stolas donné, Paimon annonce donc à son fils qu'il est fiancé, dans le but de donner un héritier à la famille. Ce qui ne ravit pas spécialement son fils. Et vous inquiétez pas, on reparlera de Stella après. Ce n'est probablement pas la première fois que Paimon annonce encore une fois à un jeune Goétia qu'il est fiancé, car il trouve ça bizarre que Stolas pleure, et que même en lui disant d'arrêter de pleurer, bah cela ne fonctionne pas. Il décide alors d'emmener, entre gros guillemets, son fils au cirque. D'ailleurs, on peut voir un parallèle très sympa entre l'attitude de Paimon au cirque avec Stolas et l'attitude que Stolas a avec Octavia dans l'épisode 2 de la saison 1. Un mimétisme probablement inconscient de la part du jeune papa. Suite à ce petit passage au cirque, Paimon décide d'acheter ou plutôt de louer Blitzo à son père car il n'a pas spécialement envie de s'occuper de son fils. Quel bon daron. Sa dernière intervention fut lorsqu'il annonça fièrement à son fils qu'il lui offre un ami pour son anniversaire, puis s'auto-congratulant d'être un bon père après avoir repris son fils qui fit la révérence à Blitzo. I'm so good at daddying. Ouais, on n'est pas sur un parent de maxi bonne qualité. Comme je le disais plus tôt, il est possible que Paimon ait eu diverses épouses et avec elles diverses enfants. Stolas devant probablement être le dernier en date, vu les photos dans le palais. Il est clair que Stolas n'a pas eu un super modèle pour apprendre à devenir père, mais faut avouer qu'il s'en sort en tout cas mieux que Paimon. De son côté, Blitz n'est pas en reste niveau daddy's issue avec son propre père, aka Cash Bugzo. Ce dernier accepte de vendre son fils pour une capote et un billet de 5 alors qu'il était prêt à demander une somme bien plus conséquente pour Fitzaroli quelques secondes plus tôt. C'est pour dire à quel point il estime son fils. Il s'en va d'ailleurs le trouver afin de lui dire que cet accord n'a clairement pas été prévu sans profit puisqu'il missionne Blitzo afin qu'il dévalise le palais. Because money! Malgré la réticence et la peur évidente ressentie par son fils, Cash joue sur la corde sensible afin de le faire céder, notamment en mentionnant la mère de Blitz. On remarquera d'ailleurs que la figure de la mère est absente quasi systématiquement. C'est la première fois que Tila est mentionnée sans vraiment l'être, Stolas semble être dépourvu de maman, Blitz élève seule Luna, quant à Stella, elle n'est pas le meilleur exemple de maternité qu'on puisse trouver. Et ne vous inquiétez pas, je vous dis, on en reparle après. On ne revoit pas des masses cash suite à cela, mais nous pouvons voir effectivement que nos deux protagonistes en termes de famille et de paternité n'ont pas spécialement eu de bons exemples. Mais cela ne les a pas empêchés d'essayer de ne pas reproduire le schéma qu'ils ont vécu. En effet, Blitz, qui se fait littéralement louer pour presque rien, adoptera Luna afin de sortir quelqu'un de l'abandon, mais également afin de ne plus se sentir seul et de pouvoir donner de l'amour à quelqu'un. Alors forcément, il s'y prend pas si bien que ça, mais il essaye. Pareil pour Stolas, il est enfermé dans un mariage sans amour dont le but était de donner un héritier, mais malgré tout, il aime Octavia, il s'en occupe et s'en est occupé. Il ne l'a pas rejetée, même si elle représente pour lui le fruit d'un amour non partagé. Bon, certes, depuis quelques mois, il trompe ouvertement sa femme, et ce devant sa fille. Pas cool du tout. Mais après, encore une fois, il est enfermé dans un mariage sans amour depuis à minima 17 ans. D'ailleurs, suite à cet épisode, beaucoup de fans estiment que Stolas aurait aux alentours de 35-36 ans. En effet, l'épisode 1 se déroulerait alors qu'il a entre 10 et 11 ans. Il aurait alors Octavia vers ses 19-20 ans et aurait aujourd'hui, 25 ans après la première partie de l'épisode, entre 35 et 36 ans. Bien sûr, ce ne sont là que des spéculations, c'est à prendre avec de grosses pincettes. En tous les cas, il est clair que le thème du père de la paternité chez Vivzi est ultra présente et je pense que cela continuera dans le second épisode de la saison 2, mais la théorie viendra plus tard. Comme dans l'épisode 7, le centre de l'épisode ici est bien entendu la relation entre Stolas et Blitz. Et pour le coup, je n'avais vraiment pas vu venir le fait qu'ils se soient tous les deux rencontrés dès leur plus jeune âge. Mieux ou pire que ça, on parle pour Stolas d'un véritable coup de foudre concernant Blitz, et ça change beaucoup de choses. En effet, nous nous retrouvons dans un cas de figure où Stolas, dans la même journée, apprend qu'il est fiancé et tombe amoureux pour la première fois. Car oui, Stolas est bel et bien amoureux de Blitz. Là pour le coup, c'est clairement avéré. Bien sûr, leur relation actuelle reste toxique. Il ne sait pas comment s'y
prendre, etc., etc., vous connaissez la chanson. Mais nous pouvons bel et bien parler de sentiments amoureux. Petit Stolas rit au blagues de Blitz, tente de lui faire plaisir en jouant à des jeux dont lui a envie, et ils finissent même par avoir une vraie discussion tous les deux. Les sentiments que Stolas aura ressentis durant cette journée le suivront toute sa vie. 25 ans plus tard, nous retrouvons un prince marié et dépressif. Humilié constamment par sa propre femme en public, subissant littéralement sa propre vie, et pourtant, lorsqu'il voit Blitz, c'est comme si ces 25 ans s'étaient écoulés en une fraction de seconde. Il ne réalise pas du tout que Blitz est venu dans son propre intérêt et imagine de suite que celui-ci est venu pour lui. On est donc clairement sur un Stolas qui pendant des années a rêvé qu'on viendrait le libérer de sa vie, et Blitz a toujours été celui qu'il concevait comme son chevalier blanc. Where is Blitzy? He's my knight in shining armor, not you littler ones. Malheureusement, la réalité et ce qu'il espérait sont deux choses bien différentes. Stolas ne s'en rend pas compte, mais si son premier ami est venu chez lui, c'est seulement afin de lui dérober son livre. En premier lieu, Stolas taquine Blitz, il lui sous-entend plein de choses, qu'il est venu pour l'enlever, etc. Mais finalement, tout ce que Stolas cherche, c'est parler avec Blitz. Mais ce dernier rentre plus facilement dans le jeu de son acolyte, et pour finir, ils finissent par coucher ensemble. I can do this real fast. Et cet acte signifie beaucoup pour Stolas. Comme il le dit, Blitz était son tout premier ami, son premier amour aussi. Il n'a jamais été désiré par quelqu'un comme il croit que Blitz le désire à ce moment-là. Pour Stolas, cet acte comptait, et il l'a vécu comme une libération, pensant alors que cela signifiait définitivement la fin de sa relation avec Stella et le début d'une nouvelle vie. Mais quelques jours plus tard, après avoir affronté la colère de sa femme et les craintes de sa fille, Stolas a décidé que leur relation resterait ce qu'elle était, un accord. Cependant, comme nous avons pu le découvrir dans cet épisode, Stolas est réellement amoureux de Blitz. Les événements de l'épisode 7 étaient donc complètement inespérés pour lui, c'est effectivement comme si son rêve se réalisait. Mais pour finir, l'incompréhension et la non-communication entre les deux démons auront eu raison de leur relation, du moins pour l'instant. Dans une complainte musicale, Stolas raconte à quel point le retour de Blitz dans sa vie la rendait beaucoup plus belle, mais aussi à quel point à présent il s'était rendu compte qu'il se voilait la face par rapport à ce qu'il croyait vivre avec lui. Cette soirée, aussi catastrophique fut-elle, lui a permis de prendre la meilleure décision de sa vie, divorcer de Stella. Oui, c'est le moment que je choisis pour vous parler de Stella. Stella, ce personnage qui était défendu corps et âme par des hordes de fans, disant qu'on ne la connaissait pas, qu'elle aussi devait avoir une vie horrible. Bouhou, son mari la trompe, ouin ouin. Bon, on va pas se mentir, quand l'auteur te montre que depuis toute petite la gamine étrangle des bébés chiens, on n'est pas sur un personnage sympa de base. Le personnage de Stella est uniquement intéressé par son statut, par sa position dans le monde des Goéchas, rien d'autre. C'est une femme fière et imbue d'elle-même qui se sent obligée de rabaisser et d'humilier son mari pour se sentir exister. Et ça fonctionne! Je veux dire, cette femme qui est devenue une princesse en épousant Stolas organise une fête de non-divorce car c'est apparemment un exploit que le couple existe toujours. Et après, elle hurle devant tout le monde à quel point Stolas est mauvais au pieu. Je veux dire, on est à quel niveau de fils de puterie là? Sans parler de son dialogue avec Stolas à la fin. Stella était censée être partie en week-end avec Octavia, mais celle-ci annonce clairement être restée au palais afin de faire chier Stolas et de lui rappeler qu'il l'a trompée, ce qui prouve que Stella a pas l'air trop au courant qu'il se voit toujours avec Blitz. I like tormenting you. Et s'ensuit alors le meilleur monologue d'Eluva actuellement. Stolas explique qu'il se sentirait mal pour Stella s'il savait que cela la blessait, mais qu'ils savent tous les deux que ce n'est pas le cas. Leur mariage avait pour seul but de donner à la famille Goécha un héritier, ce qu'ils ont fait. Et que la seule raison pour laquelle Stolas a supporté la cruauté de Stella ainsi que ses insultes et ses agressions quotidiennes, retenez bien, quotidiennes, c'était seulement pour qu'Octavia ait une vie normale. Il dit donc à Stella de s'en aller, qu'il veut divorcer. Je suis désolée, mais à ce stade-là, Stolas perd de l'année. Oui, il trompe ouvertement sa femme sous les yeux de sa fille, et sa fille n'a pas l'air au courant de leur situation. Mais le gars a tout fait pour que leur vie à lui et Stella soit vivable pour eux. Il s'est laissé baiser par une meuf dont il avait clairement pas envie, pour qu'il puisse avoir un enfant. Il a élevé Octavia avec tout l'amour qu'il avait à donner, alors que bon, vu les conditions dans lesquelles elle est née, la pauvre, il y aurait eu toutes les raisons du monde pour que ses deux parents veuillent à peine s'occuper d'elle. Il a supporté les insultes, les agressions, tout ça pour qu'Octavia grandisse avec ses deux parents et ait un semblant de vie normale. Non, je suis désolée, mais Stolas est vraiment incroyable. Je voudrais d'ailleurs revenir sur la politique qu'il y a eu autour du personnage de Stella. Beaucoup de gens ont dit que Stella avait été diabolisée par son auteur. Oh tiens, ça me rappelle quelqu'un. Mais auriez-vous réagi de la même manière si Stella avait été l'homme et Stolas la femme? Je sais qu'à notre époque, la défense des droits de la femme, de ses représentations, ou encore le fait qu'on ne prenne pas en compte les violences faites aux femmes est un problème, et croyez-moi, je suis concernée. Mais cela ne veut pas dire que la violence contre les hommes n'existe pas. Ça existe. Et dans les fictions, ça existe aussi. Personne ne vous blâmera d'aimer le personnage de Stella. Si vous l'aimez,
jouer pour ce qu'elle est, à savoir une antagoniste et une grosse connasse. Mais ne lui cherchez pas des excuses quand son auteur a voulu dénoncer à travers elle autre chose que ce que vous vouliez voir. À l'annonce de la menace du divorce, Stella reste fidèle à elle-même. Première chose qu'elle demande, qu'est-ce que les autres Goetia vont penser? On reste sur cette volonté de vouloir garder la face et de vouloir garder son statut. Seconde chose, elle tente de frapper Stolas en prononçant le nom de son frère, André Alphus. What do you think the rest of the Goetia family will think? And Drelfus... Menace plus agression physique donc. On est quand même sur du lourd. De plus, le fait que Stolas réussisse à arrêter son coup prouve que c'est pas forcément la première fois que Stella le frappe. Elle finit par partir sous les conditions de Stolas, tout en lui disant de toute manière qu'elle ne souhaitait pas rester avec un traître et qu'il allait le payer. Une sortie digne d'une bad bitch. Si l'épisode était centré sur Stolas, deux autres personnages importants étaient bel et bien là. Blitz, mais aussi le petit Fitzaroli. En effet, depuis les photos de l'épisode 7, c'est la première vraie preuve que lui et Blitz étaient bel et bien amis lorsqu'ils étaient petits. Et donc probablement durant leur adolescence aussi, avant qu'il n'arrive quelque chose à Fizz. Et ce quelque chose nous est subtilement teasé dans cet épisode. On peut voir que les deux jeunes imps formaient à l'époque un duo, et qu'effectivement Blitzo n'était pas super doux en blague contrairement à Fitzaroli. Durant leur sketch, ils réalisent chacun un cheval en ballon. Celui de Blitzo se nomme Wormhorse, car il n'a pas de jambes et est vert. Celui de Fizz se nomme Banana Pudding, a ses 4 jambes et est rouge. Les deux amis s'amusent avec leurs chevaux, et Blitzo semble conter une histoire. En effet, Wormhorse est triste car il n'a pas de jambes, il les a perdus à la guerre car il ne courait pas assez vite. Banana Pudding décide alors de danser pour que Wormhorse se sente mieux. On est clairement ici sur l'un des plus gros foreshadowing de la série. En effet, je pense que Vivzi nous tease l'accident de Fizz. Le cheval vert en rappelle à ses yeux, et n'ayant plus ses 4 jambes, le représenterait. Tandis que le cheval rouge ayant toujours tous ses membres serait Blitz. On se rappelle que dans l'épisode 5, la mère de Millie disait que le nom de Blitzo lui évoquait la guerre. Cela pouvait faire écho au Blitzkrieg de la guerre 39-45, ou bien alors une guerre beaucoup plus récente en enfer dont nous ne serions pas encore au courant. En tout cas, il est clair que quelque chose d'horrible est bel et bien arrivé à Fizz et que Blitz est impliqué ou s'en sent coupable d'une manière ou d'une autre. Pour ce qui est du reste concernant Blitz, il n'y a quasiment plus rien à dire. On sait qu'il a un grand manque affectif du côté de son père, qu'il avait un manque de confiance en lui déjà lorsqu'il était petit, même s'il restait très ambitieux. Il semblait avoir un lien très fort avec sa mère. Lorsqu'on le revoit 25 ans plus tard, Blitz vient seulement pour dérober le livre auprès de Stolas. Et il est intéressant de voir comment il se comporte vis-à-vis de lui. Tout d'abord, on le voit tenter de rentrer dans la chambre de Stolas alors que celui-ci lit son livre. On peut donc en conclure que Blitz aurait été prêt à être pris la main dans le sac. Une fois qu'il a tenté de se faufiler à l'intérieur, il offre un sourire gêné à Stolas. Bon, on se doute qu'il essaie d'attirer sa pitié. Stolas est quand même un prince, mais bon, ils sont amis après tout, non? D'ailleurs, le fait que Stolas ne le jette pas dehors et décide de l'escorter lui semble carrément étrange. Il est facile de remarquer que Blitz semble carrément mépriser la noblesse, suffit de voir comment il regarde tout le peuple se trouvant chez Stolas. Cependant, il semble moins enclin à détester son hôte. Lorsque le prince lui dit qu'il sait pourquoi il est là, Blitz est gêné, comme encore une fois s'il allait avouer à Stolas qu'il ne venait que pour son livre. Cependant, ce dernier, lui donnant une opportunité de lui faire croire qu'il n'était venu que pour lui, eh bien Blitz l'a saisi sans aucune vergogne. Ce qui est selon moi complètement con, car vu comment Stolas l'accueille, il aurait suffi qu'il lui demande et il aurait certainement accepté de lui prêter son bouquin. Mais non, Blitz s'enfonce directement dans son mensonge, tandis que Stolas, étant en détresse affective depuis 25 ans et revoyant son premier coup de foudre débarquer dans sa chambre, s'enfonce également dans un confort inespéré qui n'a que trop attendu. Un quiproquo donc qui tourne vraiment mal. D'autant plus que Blitz, une fois qu'il lui attachait Stolas et avait le livre, aurait clairement pu se barrer et ça en serait resté là. Mais entendant la détresse de Stolas, il se dit que bon, il peut régler ça rapidement. Un rapidement qui se transforme en une nuit entière et nous ramène au pilote, la boucle est bouclée. À la suite de cette nuit, Stolas et Blitz concluent leur pacte. Il est difficile sans l'épisode 8 de savoir ce que Blitz pense de sa relation avec Stolas, mais on sait très bien qu'il ressent quelque chose. Blitz n'est pas que cruel et égoïste, il aurait juste pu laisser Stolas comme ça et n'en avoir rien à faire. Mais il est revenu. J'ai certainement oublié de mentionner certains détails, comme la partie où Stolas et Blitz jouent aux pirates, le fait que Belphégor semble être à la tête d'une sorte d'enseigne pharmaceutique si on en croit les antidépresseurs de Stolas, le signe que tous les imps ont sur leur front au cirque, ou encore le grimoire d'Asmodée, et pour ce dernier c'est totalement normal car une vidéo théorie sur l'épisode 2 d'Eluva Boss arrivera très prochainement. Le retour d'Eluva a été fait en grande pompe et on a déjà hâte de voir la suite. Reste à savoir si une fois de plus nous allons skipper l'épisode 8 de la saison 1 avant d'avoir le nouvel épisode de la saison 2.
Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Restez à l'écoute.